Je me présente, Fabrice Drouzy, moi je suis rédacteur en chef adjoint à Libération, en charge des suppléments, et c'est à ce titre que je travaille depuis maintenant 3 ans en partenariat avec Popsu sur des hors-séries thématiques qui sont publiées dans le quotidien, et vous en avez peut-être vu, on a quelques exemplaires dans l'entrée. Nous sommes ici dans le cadre de ce forum pour une table ronde d'1h30 avec 3 spécialistes de la science-fiction. Donc avec nous, Katie Stewart, poétesse, romancière, novelliste et chanteuse. Vos textes appartiennent aux genres réalistes, fantastiques ou à la science-fiction. Vous êtes également psychologue clinicienne et vous avez beaucoup travaillé à travers les différents ateliers que vous animez sur les récits et l'écriture. On aura l'occasion d'en parler. On pourra vous lire, vous avez publié plusieurs livres, et on pourra vous lire cet automne dans un recueil de nouvelles qui sera intitulé Quartier libre, demain la ville, à paraître donc cet automne. Deuxième invité est Jérôme Vincent, au bout, en noir, directeur éditorial des nouvelles éditions ActuSF, rédacteur en chef du site actusf.com sur l'imaginaire et membre de l'Observatoire de l'imaginaire qui fournit chaque année des chiffres sur la science-fiction et la fantasy. Vous êtes l'auteur avec Ariel Kirou de Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy et allez chez votre libraire qui vient de paraître tout juste. Enfin, Ariel Kirou, notre troisième invité, journaliste, écrivain, essayiste et enseignant, chroniqueur également, spécialisé dans les nouvelles technologies, la science-fiction et d'une manière générale, penseur des avant-gardes et des imaginaires du futur, qui est d'ailleurs le titre d'un de vos ouvrages. Bref, 3 acteurs de la SF avec des profils un peu différents qui vont nous éclairer sur l'influence que la science-fiction peut avoir sur la science, sur la politique et d'une manière générale sur la perception de notre futur et de nos imaginaires en rapport avec les territoires et les lieux qui sont les thèmes principaux de ce campus. On va peut-être commencer des questions générales sur la SF et l'imaginaire. Peut-être commencer par définir ce qu'est la science-fiction, ce qu'on va appeler la SF pendant tout ce débat, qui est un genre multiforme, puisqu'on la retrouve dans la littérature, le cinéma, la BD, les jeux vidéo. Alors, Ariel, première question un peu naïve. Quand débute la science-fiction ? Est-ce qu'il y a un premier roman de science-fiction ou un moment où on met le tampon pour dire, voilà, c'est de la SF ? Pour moi, la science-fiction débute dès que l'homme a dit ses premiers mots et qu'il a regardé dans le ciel. Après... je veux dire, qu'est-ce que l'Iliade et l'Odyssée, je crois que c'est 800 avant Jésus-Christ, si ce n'est un immense roman de fantaisie et de science-fiction. Mais il n'y avait pas encore l'étiquette, voilà. Et même quand, au IIe siècle après Jésus-Christ, on pourrait parler de Platon et d'Atlantide, ou au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a les fameuses histoires véritables, histoires vraies de Lucien de Samosate, sur lequel il y a un personnage qui va dans la Lune. Bon, ça ne s'appelle pas de la science-fiction, mais les imaginaires, en quelque sorte, la logique de projection, de spéculation par rapport à l'univers au-delà même de la Terre ou par rapport au futur, je veux dire, ça n'a pas attendu que le terme science-fiction naisse dans une revue américaine, je crois que c'était Wonder Stories, en 1929, et qu'un certain Hugo Gernsback invente le terme science-fiction. Donc on pourrait donner une immense pluralité d'exemples. Après, si je ne devais donner qu'un titre, pour des tas de raisons, comme une sorte de point d'origine, en tout cas de point de référence intéressant, ce serait le Frankenstein et le Prométhée moderne. Donc le Frankenstein de Mary Shelley, il est paru anonymement avant d'avoir sa signature un peu plus tard, le 1er janvier 1818. Et si je dis que c'est une date importante, c'est parce que le docteur Frankenstein est un scientifique, est un chercheur. Et que quand vous relisez ou quand vous lisez le texte, ce qui justifie qu'il crée la créature de Frankenstein, c'est la connaissance. À aucun moment il dit je me prends pour un dieu, même s'il se prend un peu pour un dieu, comme une sorte d'apprenti sorcier. Et c'est le moment où les mythes, les grands mythes, et notamment les mythes de la religion, les mythes de la création, sort du territoire sacré pour entrer dans le monde profane, quelque part. C'est cette fois-ci un scientifique qui crée lui-même quelque chose de l'ordre, on va dire, du divin. Donc là, il y a une sortie, en fait, il y a une sorte d'extraction, même si effectivement la culpabilité reste et qu'on ne se débarrasse pas aussi facilement de son héritage judéo-chrétien. Il y a un acte là, et le fait qu'elle soit en plus une femme, Mary Shelley, me semble quelque chose de tout à fait intéressant, qui justifie effectivement de ce roman-là comme clé, au-delà de l'Iliade, au-delà en fait de cet a priori qui est qu'il y a toujours eu des œuvres de l'imaginaire et qu'il y en aura toujours au-delà des codes et des étiquettes.
Katie, vous, votre approche en tant qu'autrice, quand vous écrivez de la science-fiction, qu'est-ce que vous vous imposez comme règle? Alors moi, ce qui m'intéresse en tant qu'autrice, ayant débuté avec de la poésie, c'est l'idée qu'en fait, avec la science-fiction, on peut oublier les questions d'espace et de temps limités et aller au-delà. Donc, retravailler le passé, visiter des choses qu'on place de manière imaginaire dans le futur et travailler sur les questions de normes, toutes ces choses qui nous paraissent des évidences, les re-questionner et imaginer. Et si, voilà, faire de la spéculation sur et si ça se passait un peu différemment, et si cette règle-là était différente, et si. Donc vraiment quelque chose qui va interroger le réel, mais en faisant un pas de côté qui va permettre une spéculation quasi philosophique. Alors donc, comme vous l'avez dit tous les deux, la mythologie et les légendes, territoires imaginaires ont toujours été étroitement associés. C'est la thématique générale de la table ronde qu'on va voir ce soir. Il y a eu l'Atlantide, Avalon dans le cycle arthurien, le continent perdu de Mu, Utopia, le Jardin d'Éden, le pays de nulle part. Voilà, à chaque fois, les deux concepts sont si souvent liés. Jérôme, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces sujets, pourquoi est-ce qu'on a toujours imaginaire et territoire? Pourquoi les deux vont à ce point ensemble? Parce que toute fiction se déroule dans un cadre, dans un décor. Et que ce décor-là, il n'est pas anodin, encore moins en science-fiction. Assez instinctivement, on se doute bien qu'un polar qui est écrit du côté de Cherbourg, ce n'est pas tout à fait un polar qui va être écrit dans les Alpes. C'est-à-dire que le territoire, le cadre, le décor va jouer dans l'intrigue et va apporter, et c'est encore plus vrai en science-fiction, vous soyez loin dans les étoiles ou que vous soyez dans un désert de sable avec des grosses bêtes qui mangent le sable et qui recrachent de l'épice. Le territoire fait partie intégrante des histoires. Et puis la science-fiction, elle a une capacité d'émerveillement, elle a une capacité d'image, et effectivement le territoire, c'est une image. Et c'est une image qui nous marque, vous l'avez dit, Avalon, on est capable tout de suite de le situer, mais des imaginaires cyberpunk de William Gibson, mais par exemple des territoires désertiques ou pas, ou des mégalopoles de Robert Silverberg, ou des planètes créées par exemple par Ursula Le Guin. Tout ça, ça nous marque aussi en tant que lecteur. Une histoire est associée à son territoire, c'est générateur d'images, ça marque et ça dit quelque chose. Alors donc des territoires et des sociétés, et parmi les choses qui nous semblent intéressantes dans la science-fiction, c'est son côté politique, dans la mesure où elle va inventer des systèmes, des organisations sociales, parfois inquiétantes, parfois optimistes, ce qu'on appelle les dystopies ou utopies. Ariel, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ces deux termes? Oui, pardon, j'ai oublié le micro. C'était une dystopie, là, pour le coup, mais pas très grave. L'utopie, Utopia, c'est Thomas More, c'est 1516, en fait, le bouquin de Thomas More. Donc, l'utopie serait, en quelque sorte, un monde rêvé, un monde... Donc, la spécificité de la science-fiction, c'est de créer des mondes, en quelque sorte. Créer des mondes qui peuvent être dans le passé, d'ailleurs, c'est l'Uchronie. Les choses ont changé et on a un monde du passé ou du présent qui a varié, selon un certain nombre de critères. Et si on se place dans le futur, on est vraiment dans un ailleurs, un monde avec ses propres règles différentes, même si effectivement les mécanismes peuvent être des mécanismes réalistes, en quelque sorte, dans le mode de fonctionnement, ce qui fait que le lecteur peut adhérer. Donc dans ce cadre-là, l'utopie serait un monde censé être meilleur, en quelque sorte. Utopie, c'est aussi au départ, donc, chez Thomas More, le lieu de nulle part, mais c'est aussi le lieu du meilleur, c'est Utopia. En fait, le E, donc c'est une sorte de double sens. Le lieu de nulle part est potentiellement un lieu du meilleur. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'auteurs et d'autrices qui imaginent des lieux dans lesquels d'autres types de valeurs peuvent prendre forme, pas forcément de l'ordre de l'utopie. Ça se passe pas toujours très bien. Et la dystopie est censée être le contraire, c'est-à-dire une utopie négative. Donc les plus célèbres dystopies sont évidemment 1984 de George Orwell, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est les deux dystopies les plus célèbres, qui ont vraisemblablement été, à un moment donné, dans ceux qui les ont conçus, des utopies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dystopie, c'est l'utopie négative, c'est en quelque sorte l'ombre de l'utopie. Ce qui, moi, me fait dire que
bien souvent en science-fiction, l'utopie est une tension, n'existe pas, en quelque sorte. La dystopie est quelque chose parfois qui ressemble au présent, dont on essaye en quelque sorte de s'échapper. Mais les dystopies sont évidemment très présentes, de Soleil Vert en passant par beaucoup d'autres œuvres de cinéma, de jeux vidéo ou bien évidemment de littérature. Donc voilà, utopie, censée être tendre vers le meilleur, dystopie, qui est l'utopie négative, qui est la sœur sombre en quelque sorte donc de l'utopie. Et j'ajouterais aujourd'hui, avec des chercheurs comme Yannick Rumpala, un principe qui est très intéressant, notamment pour des urbanistes, pour des gens qui travaillent sur les territoires, qui est la notion de prototopie, qui est de dire, au fond, peut-être qu'il faut échapper à l'utopie et la dystopie, de se dire que ces deux pôles, et on navigue sans cesse entre les deux, on peut partir de la dystopie, mais on peut tendre vers le meilleur en ayant conscience que la dystopie rôde, pas loin. Donc on sait qu'on n'atteindra jamais l'utopie, mais on tente, on expérimente, on construit, on crée des communautés, et on a cette tension, on a une sorte de veille par cette en quelque sorte crainte de la dystopie, mais voilà, mais on essaye de s'approcher vers le meilleur. Au fond, ça devient un exercice de projection, un exercice de pensée, et on crée un monde dans lequel on va pouvoir expérimenter ce que l'on vit dans ce monde, dans cette ruralité, dans cet univers, avec ses normes et ses règles différentes, en essayant de passer potentiellement, en quelque sorte, de la dystopie à l'utopie, avec les pièges, évidemment, qui vont avec. Donc voilà, utopie, dystopie, prototopie, c'est en quelque sorte des pôles dans lesquels naviguent un grand nombre de textes de science-fiction. Et à chaque fois, on part d'une actualité. C'est-à-dire aussi, on peut se voir, ce sont les peurs actuelles qui vont nourrir les textes. On en reparlera un petit peu. Dans les années 50, c'était vraiment la peur du communisme et la bombe atomique qui nourrissait les récits. Aujourd'hui, on est plutôt sur le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, etc. Donc à chaque fois, une base ancrée dans l'actualité. Qui veut continuer ? Oui, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on peut vraiment appliquer une grille de lecture historique à tout ce qui est science-fiction, fantastique, fantasy, et de la littérature de manière plus générale. Les auteurs, les autrices, même quand ils font œuvre de science-fiction, ce sont des gens de leur temps. Et donc, on se rend compte que même pour des personnages comme aussi peu recommandables qu'un Lovecraft, qui se recommandait, lui, qui se revendiquait comme auteur du XVIIIe siècle, alors que lui a vécu plutôt fin XIXe, début XXe, en fait, il embrase en sous-main tous les grands courants de la littérature américaine de ces années 1900. Donc on écrit toujours d'où on est, de sa place. Et effectivement, si on regarde un petit peu les grandes thématiques sociétales, on les retrouve très fortement dans les œuvres de fiction, encore plus de science-fiction. Et du coup, on arrive à un point central. La science-fiction fait pas ou très peu de prospective. 1984 ne parle pas de 1984, mais parle de 1949, l'année où il est sorti, des tyrannies. On est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc il parle aussi bien du nazisme que du communisme. Et donc, même s'il se projette dans le futur, il parle de l'instant là où il est écrit. Et donc, les auteurs, les autrices et les livres, ce sont des gens du présent. Véritablement, et parfois ça vieillit bien, et c'est plutôt cool, on arrive à relire et à relire encore, et ça garde une pertinence. Parfois ça vieillit moins bien, il y a eu des courants, des romans cyberpunk par exemple, qui aujourd'hui sont pas très lisibles, mais chaque époque a ses thématiques, et donc dans ces thématiques il y a aussi les peurs, parce qu'écrire sur les peurs, c'est aussi parfois faire de bonnes histoires. Donc c'est pas que sur les peurs, mais c'est vraiment sur l'actualité, quoi. Est-ce que dans ça, petit aparté, pour les gens qui ont une cinquantaine d'années, est-ce que vous vous souvenez de la série Les Envahisseurs ? Ces êtres étranges avec le petit doigt comme ça, qui était à l'époque le fantasme macartiste des communistes qui infiltraient la société. Il y avait aussi les visions alors plus utopistes. Ariel, moi aussi, je me souviens d'avoir vu dans la bibliothèque de mes parents un livre qui s'appelait Demain l'an 2000, qui pour moi, quand j'étais petit, était le futur absolu que j'atteindrais peut-être un jour, qu'on a un petit peu dépassé. Comment voyait-on l'an 2000 dans les années 50, quelle est la grande époque de la SF américaine, on a tout de suite en tête l'exposition universelle de New York, on a en tête les dômes géodésiques de Buckminster Fuller. Il y a un imaginaire, mais qui n'est pas l'imaginaire des littératures de l'époque, qui est un imaginaire, on va dire,
commun en quelque sorte, cinématographique, où on a ce couple qui vit dans une maison aussi propre et efficace qu'une usine ou qu'un camp militaire, avec, puis c'est pas la peine de faire à manger, quelque chose de goûtu, les pilules, les gélules sont parfaites, on prend sa voiture volante en famille, parce qu'évidemment on reste en famille, on est bien souvent aux États-Unis, hein, avec le mâle blanc dominant, hein, on est dans les années 50, donc là pour le coup la science-fiction est une histoire de mâle blanc, essentiellement on va dire, en majorité. Et donc, dans la famille, et donc on a des familles et on a toute une série de clichés qu'on retrouve dans... Alors simplement, on ne les retrouve pas dans la science-fiction, c'est ça qui est étonnant. On les retrouve dans ce qui fait office de prospective. En fait, il se trouve que des grands auteurs comme Isaac Asimov ou comme Arthur C. Clarke ont aussi été chercheurs, scientifiques ou prospectivistes. Ils ont été souvent les deux. Paradoxalement, dans le monde de la littérature des années 50, on a des auteurs qui ont imaginé des modes d'être, des vies, comme par exemple Theodore Sturgeon dans Les Plus qu'humains, où on n'a que des personnages handicapés, on a deux petites jumelles noires qui créent eux-mêmes leur propre cabane, leur propre maison, leur propre univers. C'est complètement en dissonance par rapport à cet imaginaire dominant qui est celui de ces grands dômes géodésiques, de ces voitures volantes, de ces gélules que l'on va manger, qui sont en quelque sorte une sorte de mise en scène d'un surcapitalisme technologique, avec évidemment du nucléaire partout, mais qui ne correspond au fond à rien et pas forcément à ce qu'écrivent les écrivains. Et ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, c'est quelque chose de l'ordre d'un imaginaire collectif assez minoritaire, au fond, hein, mais plutôt d'une élite, hein, qu'on retrouve dans ce type de livre que moi aussi j'ai compulsé, hein, Demain, l'année 2000, etc. C'est assez hallucinant, c'est même très drôle, en fait, hein, de le faire. Alors, avant de s'interroger sur le rôle prospectif de la SF, une question pour vous, Katie. Comment on tombe dans la SF quand on va écrire de la SF? J'ai vu dans une émission que vous avez dit, vous, c'était Ulysse 31, votre toute première approche de la SF, et après Dune, qui est quand même un peu plus sérieux. En fait, à chaque fois qu'on me pose la question, j'ai une réponse différente. C'est ça le pouvoir du récit. Alors pour fait, France Culture, c'était Ulysse 31. Oui, pour voilà. Popsu, ça va être... Ça va être la Bible. Ok, bon voilà, J'ai on élève le grandi niveau. dans une communauté religieuse où l'Apocalypse, c'était le truc. On attendait la fin du monde, on était dans un futur assez angoissant. Et donc, je pense que ça marque quand même quelque chose. Ulysse 31, c'est les dessins animés, effectivement, de mon enfance. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi de ce rapport à un futur qui est déjà écrit, où il faut juste choisir son bon côté pour être parmi les gagnants, ceux qui vont aller au paradis et regarder les autres brûler. Enfin, voilà. Donc, ouais, je pense que mon premier rapport à la question des récits du futur, c'était l'Apocalypse de Jean. Très bien. Bon, voilà, dans une belle dystopie. Merci. Je vais poser des questions qui font que je gâche l'ambiance. Mais on sort des sectes. Alors, justement, ces dystopies, apocalypse nucléaire ou divin, comment elles vont nous aider à éviter le pire? Comment la science-fiction, en nous décrivant les plus grandes catastrophes, nous amène à une réflexion pour essayer d'améliorer un petit peu le futur? Je veux bien répondre à ça. Eh ben, allez-y, on continue. Mais en mode pas sympa. Bon. Parce que, en fait, je trouve qu'on demande beaucoup aux auteurs et autrices de science-fiction. Et comme moi, je les connais, je me dis, si l'avenir du monde est entre nos mains, on est mal, vraiment. Parce que nous, ce qu'on sait faire, c'est de l'imagination. Et notre imagination, elle est nourrie, vous l'avez dit, par ce qu'on vit aujourd'hui, par nos peurs, par nos désirs, qui sont juste l'autre face de nos peurs. Et finalement, ce qu'on fait, c'est raconter des histoires, c'est essayer des trucs. Enfin, moi, c'est vraiment... ce qui m'intéresse, c'est une expérimentation un peu safe. Je vais imaginer un truc et raconter l'histoire, voir comment ça tient dans un processus narratif qui va, lui, être assez rigoureux pour que ça ressemble à quelque chose. Et en fait...
ça donne des idées à certaines personnes. Parlons d'Elon Musk qui adore la SF mais qui comprend absolument rien à ce qu'il lit et qui va justement en faire un prétexte pour ses propres délires de grandeur et ses propres envies, etc. Donc la question de la réception de nos œuvres de science-fiction, pour moi, elle n'est pas réglée du tout. On parle souvent de récits transformateurs. On me demande parfois que faut-il écrire pour sauver le monde. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Moi, j'encourage les gens à imaginer. Moi, c'est vraiment ce qui me paraît important. Savoir qu'en fait, on vit beaucoup plus en lien avec des récits sur le monde qu'avec le monde lui-même. Et que finalement, des récits, ça se fabrique, ça se défait, ça se modifie, et on peut en proposer d'autres. Et je pense que cette ambition-là, qui est déjà énorme, ça suffit, quoi. Moi, je n'ai pas envie d'être responsable de ce qui va se passer dans 10 ans. Je n'ai pas signé pour ça. Je vais quand même te compléter. Oui. Ou ne pas être d'accord, ou être d'accord, c'est comme on veut. Et donner 2 exemples. Il y a un genre relativement récent de science-fiction qu'on a appelé climate fiction. Vous comprenez, donc ça veut dire que c'est des science-fiction qui ont attrait au climat, avec un grand nombre d'auteurs. Plus tard, il y a eu le solar punk, où il y a le solar punk. Mais dans la climate fiction, le parrain est censé être Kim Stanley Robinson, et il y a un auteur qui s'appelle Paolo Bacigalupi, qui par exemple a fait un livre qui s'appelle Water Knife, qui imagine aux États-Unis le manque d'eau, la sécheresse. Et il le fait de manière viscérale. Donc lui, ce qu'il explique, c'est pas moi qui le dis, mais ce que lui, en tout cas, exprime, c'est quelque chose qui est un petit peu différent de ce que nous disait Katie, qui est de dire, voilà, je lis des rapports scientifiques, je vois ce qui se passe en Afrique, j'essaye de penser à ce que ça signifierait en termes d'histoire, de le porter là où sont mes lecteurs, en l'occurrence en Arizona, aux États-Unis, etc., le long du fleuve Colorado. Et j'imagine ce pire-là de manière viscérale pour ajouter l'émotion à la connaissance. En fait, et pour faire en sorte qu'au rapport en quelque sorte du GIEC, on puisse ajouter un peu comme une série qui s'appelle Extrapolation, on peut juger que c'est réussi ou raté, qui de fait utilise ce type de mécanisme sur le réchauffement climatique. Il y a eu, je crois, 8 épisodes. C'est une série qui effectivement extrapole à plusieurs distances donc le dérèglement climatique de à peu près 2030 jusqu'à 2070 ou un truc comme ça. Alors, on peut considérer que ça marche ou pas, mais en tout cas, c'est l'ambition qui est donnée. Voilà, c'est l'ambition qui est. Il faut le savoir. Donc il y a est-ce que ça fonctionne ou pas ? Moi, j'ai tendance à penser que la dystopie, y compris climatique en tant que telle, est très loin de suffire. Ça saurait si ça suffisait. Comme d'ailleurs, si le rapport du GIEC suffisait, ça se saurait aussi. Donc c'est un énorme point d'interrogation sur qu'est-ce qui marcherait ou pas. Et effectivement, c'est pas l'objet, le propos d'un auteur, d'une autrice de science-fiction que d'anticiper, de prévoir à ce point-là. En revanche, et là je rejoins la conclusion de Katie, si ça sert au moins à se rendre compte que l'avenir n'est pas écrit et que il appartient aux gens, aux personnes de le construire et que rien n'est écrit et que le monde de Macron de demain, où tout est fixé par avance, où tout est figé, n'est pas forcément, est vraisemblablement un leurre et qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra. Il n'y aura peut-être pas de bourse, on ne sait pas où on va. Et rien que cette sensibilisation à des mondes alternatifs, différents, et le sentiment qu'on peut entrer dedans et donc agir, au fond, par rapport à tout ça, même si c'est epsilon, c'est déjà quelque chose de gigantesque. Est-ce que vous voulez compléter ? Alors, sinon, est-ce qu'avoir trop d'imagination peut amener à créer des peurs et des fantasmes ? Là, je pense à un sujet qui est un petit peu bateau, qui est un petit peu trop dans l'air du temps, qui est l'intelligence artificielle. Ça a tellement nourri la science-fiction qu'actuellement, on n'imagine pas une intelligence artificielle sans penser à Skynet, Terminator, et forcément, le moindre de nos portables veut notre mort à plus ou moins court terme. Dans la réalité, on n'y est pas encore complètement. Alors là, est-ce que ce n'est pas la SF qui nous façonne une vision d'une technologie qui, sans cela, serait comme d'autres ? Bon, alors on l'a dit, la science-fiction aime bien jouer à se faire peur, aime bien imaginer le pire, aime bien tirer le fil pour le grossir jusqu'à ce que ça devienne une angoisse, que ce soit une dictature ou une problématique technologique ou une problématique écologique, pour pouvoir réfléchir
à ce qui se passe aujourd'hui, ces vecteurs tout simplement d'histoire et de récit. Je voudrais vraiment qu'on garde ça, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une littérature qui ne ferait qu'une littérature d'idées, c'est d'abord une littérature de récit dans laquelle on va pouvoir ajouter un certain nombre d'idées. Donc, il y a plusieurs procès parfois qui sont faits à la science-fiction en disant vous nous préparez au pire puisque vous imaginez le pire en permanence et finalement est-ce que la dystopie, je change un petit peu par rapport à l'IA, ce serait pas aussi une manière de nous habituer à un réchauffement climatique complètement infrénable et que de toute façon, voilà, comme ça on sait. Donc voilà. Sur l'intelligence artificielle et sur le reste, alors pour moi la réponse est de croire que nos imaginaires de Terminator fait que nous avons peur d'Alexa de Google pour allumer les lumières. J'en suis pas très sûr, en vérité. Hein. Oui, surtout qu'on n'a pas peur d'Alexa et qu'a priori, c'est pas parce qu'on a vu Terminator que personne n'utilise ChatGPT. Au contraire, nous sommes tous férus de technologie et nous allons tous essayer ChatGPT. Je pense qu'en fait, tout le monde est bien conscient de la crainte et en même temps de ce qui se passe et de la curiosité. C'est tout ça qui est mêlé. Néanmoins, là où effectivement il y a un point, c'est que dans la Silicon Valley, tous ces gens qui travaillent sur les hautes technologies, on a parlé d'Elon Musk, mais il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, la science-fiction est une référence pop culture, une référence culturelle qui s'impose. Et on a, Ariel pourrait le citer mieux que moi, on a plein de petites touches comme ça qui montrent qu'en effet, la science-fiction a bien été assimilée par tous ces gens qui sont technophiles. Sur Elon Musk, la première fois qu'il a envoyé une voiture dans l'espace, vous pouvez rappeler tous les petits points, le petit rappel à la science-fiction qu'il a mis en même temps. Je peux vous les donner. Ouais. Alors d'abord, il y avait une sorte de bonhomme, en quelque sorte. C'était en 2018. Il a envoyé une Tesla dans l'espace. Sur une musique, mais on l'entend pas, puisqu'on est dans l'espace, c'est le vide, de Space Oddity. On n'entend pas crier dans Space l'espace. Oddity, donc c'est Space Oddity de David Bowie. Et en fait, il y a un Don't Panic qui est une référence à 42, donc au voyage, donc à la série donc de Douglas Adams, en fait, donc le voyageur intergalactique. Il a la disquette de l'ensemble des fondations de Isaac Asimov. Donc Isaac Asimov, qui est quand même un monde uniquement urbain où il n'y a que des humains, voire des hommes. C'est quand même. Fondation, c'est quand même. Alors, je ne dirais pas que c'est réactionnaire, mais aujourd'hui, ça a vieilli d'une certaine façon, même si ça nourrit notre enfance. Donc voilà, il a toutes ces références-là. Voilà, c'est qu'une histoire d'humain. Et pour revenir sur ce référence-là, et pour revenir sur l'IA, je voulais juste filer une anecdote. En fait, en 2022, c'était donc à l'été 2022, il y a un développeur de chez Google. On était peu de temps avant qu'il travaille sur une sorte de chat GPT qui s'appelle LAMD, LAMA, un truc, je sais plus, c'est un nom un peu bizarre, qui s'appelle Blake Lemoine, donc on dirait un héros de polar, qui à un moment donné intervient dans les médias en disant voilà, mon IA, elle est vivante, elle médite, elle est contemplative. Donc au début on lui dit mais tais-toi, et puis les gens de Google, au bout d'un moment, ils continuaient en quelque sorte à une sorte de mysticisme de son IA. Il voulait qu'il y ait un avocat qui vienne la défendre parce que ses droits étaient menacés par Google. Et il a été viré finalement. On pourrait se dire qu'il a juste pété une durite. Bon. Mais au fond, ce fantasme, quand on est ingénieur en IA, de création de quelque chose de l'ordre de la vie, de mécanismes, c'est les automates. C'est Héphaïstos, le dieu forgeron. Je veux dire, le dieu de la technique de l'Iliade, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée d'abord des trépieds automatiques d'or pour servir les dieux de l'Olympe. Puis lui, il commence à vieillir, il est boiteux, etc. Il crée des chats, des chiens, des chevaux. Et puis il crée des servantes en or qui pensent et qui parlent. En fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès l'origine même de la technologie, cette fascination, elle existe. Cette fascination, cette idée de dire, oui, peut-être qu'on crée quelque chose de l'ordre de la vie. Donc, faire comme j'entends beaucoup des discours de gens du monde de l'IA disant il faut une éthique, il faut surtout pas de l'imaginaire, mais c'est pas possible. Son imaginaire, voilà, c'est un moteur, il est là. En revanche, on peut décider de raconter Her de Spike Jonze plutôt que Terminator. Ça, on peut le faire. On peut aussi
parce que c'est très fort. On peut aussi utiliser les IA, par exemple. Alors bon, les exemples connus, c'est Blade Runner, mais les exemples moins connus, c'est la séquence Hartmann de Saul Pandelakis, qui est un jeune auteur d'aujourd'hui. On peut aussi imaginer des IA qui se sont créés leur propre histoire, qui ont acquis un corps, et en faire une métaphore de l'altérité. Ça devient autre chose quelque part, et ça nous parle de l'humain. Comme Blade Runner nous parle de l'humain, nous parle pas des machines, en quelque sorte. Ce sont des miroirs. Donc, est-ce qu'il vaut mieux se dire « Ah non, surtout pas d'imaginaire », de toute façon, il reviendra au grand galop avec des gens comme Elon Musk, hein. Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire « On assume le fait qu'on est baigné d'imaginaire et qu'il est impossible de séparer les faits des fictions », et là, on essaye de faire en sorte, plutôt, de raconter des histoires qui ont un peu plus de sens, un peu plus d'ambiguïté, qui permettent aux lecteurs, aux lectrices d'entrer dedans. On invite d'autres personnes à écrire avec leur propre regard pluriel. Et là, peut-être qu'on aura d'autres types d'histoires d'IA, et ce sera potentiellement très enrichissant. Ouais, ce serait quand même moche de faire porter le chapeau à la science-fiction tous les délires de gens comme Elon Musk. Hein. On ne se sert pas du polar pour avoir des lois sécuritaires. On n'en a pas besoin. C'est des fictions, ça nous aide à réfléchir. Donc dire c'est de la faute de la SF, ce serait quand même on ne le dira pas. Ouais. Alors, je voudrais revenir sur les territoires là, qui sont des thématiques qui ont été abondamment discutées là, pendant ces derniers jours. Quand on parle de territoire actuellement, on pense au patrimoine, la campagne, les traditions. Je sais que certains d'entre vous sont allés voir une ferme avec des vaches aujourd'hui. Comment on fait le lien entre le futur de la SF, qui est toujours très technologique, très matérialiste, ou matérialiste ou de la dématérialisation, et la réalité d'aujourd'hui qui va plutôt aller vers une décroissance, et on voit que le réchauffement climatique, le tout technologie n'est pas forcément la solution. Comment le lien va-t-il se faire? Qu'est-ce que la SF peut apporter, alors qu'a priori elle a toujours promu des mondes ultra technologiques, très dévoreuses d'énergie? Fabrice, je pense que vos références ne sont pas à jour. Ah mais je sais, mais j'ai très honte. La SF fait plein d'autres choses que ce qui a été adapté. En fait, quand on voit des films adaptés de la science-fiction, ça veut dire que ce sont des textes qui ont existé, qui ont été mis en avant, qui ont été choisis pour un côté spectaculaire et pour faire du commerce, et qui finalement arrivent à l'écran. Donc ce n'est pas la totalité de la science-fiction. Il y a des filtres et des filtres et des filtres qui font que vous allez avoir une vision de la science-fiction, et c'est quelque chose contre quoi je me bats, moi qui suis pacifiste au fond, parce que je me rends compte qu'il y a des tas de personnes qui se sentent exclues de la science-fiction, exclues de cette possibilité de penser, cette possibilité d'imaginer, cette possibilité d'accéder à ces techniques, en fait, qui sont des techniques de penser, de raconter, etc. Parce que ce qu'on en voit le plus, c'est un certain imaginaire très masculin, blanc, hétéro, cis, valide, et qui fait oublier qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres manières de raconter, qu'il y a d'autres points de vue, et que la ruralité, bien sûr qu'il y a de la ruralité dans la science-fiction, et l'idée de patrimoine, enfin moi c'est pas ça qui me vient quand on me dit territoire en réalité. Et là je pense à une anthologie de la Volte qui est sortie il y a 10 ans, 2014, comment elle s'appelle déjà, Faites demi-tour dès que possible, dont le projet était on va faire de la science-fiction inscrite dans un terroir. Donc on retrouve des mots un peu comme ce que tu as prononcé comme mot, mais en fait ça reste de la science-fiction avec les règles de la science-fiction, et l'idée que ça soit ancré dans quelque chose sur notre planète, ça apporte aussi la possibilité d'imaginer. Et imaginer, alors tu parlais, Jérôme, de raconter des histoires, mais c'est pas juste raconter le futur, c'est aussi raconter le présent différemment. C'est regarder les choses un petit peu différemment. Et si je peux continuer sur cette anthologie pour laquelle j'ai écrit un texte qui s'appelle Le retour au pays létal, la référence est voulue. En gros, ce texte que j'ai proposé pour cette anthologie, c'est un texte d'auto-science-fiction, donc où je mets en scène un personnage qui s'appelle Katie Stewart, ce qui va lui valoir plein de choses amusantes, mais tout le monde croit qu'elle est anglaise, alors pas du tout. Elle est comme moi, elle est française, antillaise. Et
Elle atteint l'âge de 89 ans et quelques mois et elle doit décider soit d'accepter l'euthanasie qui est proposée à cet âge-là quand on a survécu jusque-là, soit de payer une taxe parce qu'on pèse sur la société et qu'il faut se décider. Et donc avant de se décider, elle fait le retour que personnellement je n'ai toujours pas fait, mais je le ferai peut-être avant mes 89 ans. Elle retourne en fait voir l'île de la Martinique qui a subi tout ce qui était prévu. Donc la montée des eaux, la forme n'est plus la même. Les crises sociales qui étaient déjà en germe, et puis on revient aussi sur l'histoire du chlordécone dont on ne parlait pas spécialement en 2014, mais moi j'en ai eu sur le visage, donc je sais. Voilà. Donc c'est une idée aussi de se projeter soi-même. Donc là je l'ai fait volontairement, me projeter moi dans un futur, d'un endroit très précis qu'on peut identifier, et de voir un peu, donc en utilisant à la fois des méthodes qui tiennent de la prospective, mais aussi cette question d'imagination, aussi ce que moi, viscéralement, je ressens par rapport à ce territoire-là. J'ai réglé plein de comptes dans cette nouvelle, là, ça va mieux. Mais voilà, on peut aussi faire ça et s'amuser. Et dans cette anthologie, en fait, il y a plein de textes de gens qui ont choisi des endroits où ils ont raconté des histoires. Je me souviens qu'il y a une histoire de l'Ankou, mais qui est aussi de la science-fiction. Enfin voilà, il y a des choses que je trouve très intéressantes. Et l'idée d'assumer, d'ancrer la science-fiction dans des endroits existants, je trouve ça intéressant et ça se fait en fait. Ça fait 10 ans. Très bien. Donc on oublie les planètes, les mégapoles, les planètes. Et même sur les planètes, hein. Ouais. Même sur les planètes, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple Ursula K. Le Guin ou Le Guin, ça dépend comment on donne son nom, et si vous prenez La main gauche de la nuit, qui est l'un de ses plus fameux romans, qui date de 1968, elle met en scène une planète qui s'appelle Getten, ou Nivose, en fonction de qui parle, avec un homme humain qui arrive sur cette planète, où effectivement les questions de genre se jouent différemment, parce que la plupart des gens de Getten, 5 jours sur 6, mais c'est pas par jour, c'est en gros plus des 3/4 du temps, 90% du temps, 85% du temps, ils n'ont pas de sexe, en fait. Et il y a une sorte de période dans laquelle ils sont soit hommes, soit femmes. Et donc, elle imagine une société entière qui fonctionne selon cette logique alternative, et avec cet homme un peu paumé, qui s'appelle Zhenli Ai, dont on découvre au bout d'un moment que c'est vraisemblablement donc un homme noir, qui est perdu totalement, et il va de lieu en lieu des villes, de la ruralité de cette planète, Getten. C'est une sorte de parcours avec lui et un personnage de Getten. Et chaque coin, chaque ville, chaque village a ses propres règles, ses propres logiques, ses propres systèmes, ses propres normes, qui retrouvent des logiques globales liées en fait à ce type de civilisation d'un point de vue anthropologique. Hein. C'est une fille d'anthropologue, Ursula K. Le Guin, et aussi des variantes en quelque sorte. Simplement, c'est pas les Lorrains, c'est pas les Bretons. On aura quand même les Normands. Mais ni les Normands, voilà. Mais c'est une projection dans laquelle potentiellement ces différents, on va dire, cultures peuvent se retrouver avec des variantes. Là, pour rester sur les références liées à Ursula K. Le Guin, moi j'ai choisi Le Guin. Je pense au Dépossédé. Qui présente aussi cet intérêt. Donc il y a vraiment l'idée d'une spéculation. On a deux planètes qui sont la l'une de l'autre, on va dire, et qui sont très différentes et qui permettent aussi d'expérimenter des façons de vivre différentes. Donc il y a Uras qui ressemble un peu à ce que serait la planète Terre encore plus riche, quelque chose de décadent, voilà. Très capitaliste. Et donc, comment ça s'appelle Anarès, voilà, qui est plutôt une planète désertique avec une expérimentation en fait d'organisation anarchiste. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, c'est le lien qui est fait entre les caractéristiques physiques du territoire et les expérimentations d'organisation qui viennent avec et qui
Enfin, voilà, Ursula Le Guin assume cette idée d'avoir fait, elle appelle ça une utopie ambiguë, et d'avoir vraiment spéculé sur... c'est vraiment le dispositif scientifique avec voilà, situation 1, situation 2, et on regarde ce qui se passe, et puis après on fait se rencontrer donc un personnage qui vient d'Anares et qui va à Uras et qui va avoir un choc, et des choses se passent. Bon, voilà. Et ça, en fait, ça, c'est ce que peut aussi faire la science-fiction. Et c'est, en tout cas, moi, j'ai retrouvé cet intérêt que j'avais quand j'étais en études scientifiques, de pouvoir poser des situations, des hypothèses, tester des choses et regarder ce qui se passe. Et là, on est vraiment sur des questions... on n'est pas sur la technologie, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie jusque-là. On est vraiment sur des expérimentations d'organisation sociale et de rapport, en fait, à l'environnement qui est immédiat pour les personnages. Donc là, vous diriez en effet, la technologie est moins prégnante maintenant qu'avant. On avait l'impression qu'elle allait tout sauver. Ou c'est toujours très ambigu parce qu'on projette nous-mêmes nos imaginaires sur la science-fiction. Mais en réalité, le rapport à la technologie de la science-fiction, et effectivement, dans le mot science-fiction, il y a le mot science. Hein, on lui projette un imaginaire technique très fort, mais il y a aussi tout ce qui est sciences humaines là-dessus. Et donc, il y a tout un tas d'exemples et de contre-exemples. Et la science-fiction n'est pas si technologique que ça. Elle utilise la science parfois pour créer, encore une fois, des images et des histoires. Ça peut être par exemple Greg Egan, la hard science, mais il y a plein de fois, la science est finalement, la technologie est finalement un argument assez ténu. Voilà, un Silverberg qui imagine les monades urbaines, c'est-à-dire de grandes tours dans lesquelles en fait on vit, et en fonction de sa classe sociale, on est dans tel ou tel étage, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de technologie. Il y a une expérimentation sociétale qui marche pas. Chacun fera là-dessus sa discussion. Ça rejoint Silo de Hugo Way, où l'humanité est dans des grands silos là, sur 140 étages. Il y a une série d'ailleurs. Et il y a même une série sur Apple, la saison 2 ou 3 vient d'être signée. Bref, c'est une autre problématique. Mais évidemment, plus on est au fond, et plus on est pauvre, et plus on est au-dessus, voilà, ça joue avec la peur de la parano. Mais l'aspect technologique est assez rare, sauf pour le dénoncer, rarement pour sauver l'humanité. Il y a, à ma connaissance, peu de récits de science-fiction où on se dit super, on a trouvé le micro-ondes intégral qui va résoudre toutes les problématiques de la Terre. Non, on est plutôt sur un champ tout autre. On va utiliser la science pour la dénoncer. L'écologie, comment est traitée l'écologie en général, hein, de manière très vague, mais depuis très longtemps. Là, pour le coup, c'était un sujet dont se sont saisis les auteurs. En fait, l'écologie est très présente depuis très longtemps dans la science-fiction. Voilà. Déjà, ça c'est le premier point. Bon. S'il fallait donner des exemples, quelques exemples dans les romans de science-fiction, les premiers romans de J.G. Ballard, c'est une tétralogie climatique. Le premier, c'est Le vent de nulle part en 1962, et en 1965, il y a Sécheresse, je veux dire, qui est un roman fabuleux, qui n'a pas pris une ride, dans lequel les désastres extérieurs, la catastrophe, fait écho à nos désastres intérieurs. Je veux dire, vous le lisez aujourd'hui, aucun souci. Donc, ensuite, il y a eu... Alors après, dans la science-fiction, il y a des moments, en quelque sorte. Hein. Donc il y a le premier moment, l'âge d'or, très, très technologique, très scientifique, qui est plutôt des années 40 et 50. Et puis, à partir du milieu des années 60 et 70, il y a ce qu'on appelle la New Wave, qui est un autre courant, où là, très inspiré, très hippies, post-hippies, voilà je ne sais pas comment on peut la décliner. On retrouve des auteurs qui étaient plutôt minoritaires, comme Philippe K. Dick ou Theodore Sturgeon, on les en quelque sorte, ou J.G. Ballard d'ailleurs, en fait, hein, on les retrouve. Et il y a des romans, il y a la tétralogie noire, là encore 4 romans de John Brunner, avec Le troupeau aveugle, qui est un roman de 1972, qui paraît avant le rapport Meadows. Et dans ce roman-là, on a des gens qui traversent la rue avec un masque. Il y a un groupe qui ressemble à s'y méprendre à Extinction Rébellion, avec un logo qui ressemble, on n'y croit même pas. Il y a les effondristes avant l'heure. On lit les mécanismes, les systèmes de ce roman, Le troupeau aveugle. Je veux dire, c'est juste hallucinant de proximité par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, avec en plus cette faculté qu'ont eu des auteurs comme Ursula K. Le Guin ou comme Philippe K. Dick ou comme John Brunner, à raconter une pluralité de visions via des personnages différents.
en quelque sorte. Et ça, c'est très, très marquant. C'est-à-dire qu'on voit la crise écologique dans le troupeau aveugle, la crise de la surpopulation dans tout ça Zanzibar, au travers d'un chef d'entreprise qui est plutôt mal dans ses baskets, au travers d'une journaliste qui en a marre de servir l'économie dominante, au travers de militants écologistes. Et on a cette pluralité de visions qui est dessinée. Donc l'écologie est très présente depuis très longtemps. J'ai parlé de la climate fiction. Il y a un roman qui a fait beaucoup parler, qui est Le Ministère du Futur, qui est sorti en France il y a maintenant... en 2023, je crois, c'était en octobre 2023. Il est sorti plus tôt, en 2020, aux États-Unis. Des auteurs et des autrices contemporains, on pourrait en citer beaucoup, mais Becky Chambers, aujourd'hui aux États-Unis, qui est une autrice primordiale, avec ses histoires de moines et de robots. C'est des utopies dans une sorte de miroir de la Terre qui a assumé sa transition écologique avant l'heure, où tout fonctionne avec les cycles de la vie. C'est quelque chose d'assez fascinant à lire, une sorte de miroir où les gratte-ciels sont en caséine. Tout est, voilà, c'est un drôle de dispositif, mais aussi les autrices françaises, Visite de l'ICAM, Résolution et Visite de l'ICAM. Si vous avez envie de découvrir, avec en plus dans Visite une sorte de langage inclusif qui n'est pas facile d'accès, mais la question écologique, dans ce futur qui est à peu près en 2080, dans Visite, elle existe très fortement. Il y a une part d'utopie, une part de dystopie, parce qu'il y a des tas de zones qui sont dédiées pour que la nature se régénère. Donc il y a des tas de choses qu'on envisage aujourd'hui qui sont accomplies, et ce n'est pas pour ça que ça se passe bien. Hein. Mais voilà, et chez tout un tas d'auteurs et d'autrices de la nouvelle génération, de la génération de Katie, eh bien, cette question du réchauffement climatique, des données écologiques, de la 6e extinction, c'est comme une évidence. C'est comme sous-jacent, c'est leur présent, c'est leurs angoisses. Et la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça est vraiment très, très, très présent. Et je vous assure que dans les 15 ans qui viennent, dans les séries, ça va l'être aussi. Hein, ça commence déjà. Il y a toujours un décalage. Non, c'est vrai, je ne suis pas sûr. Si ça se trouve, ce ne sera pas ça. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je peux te dire en revanche que c'est présent aujourd'hui. Ouais. Voilà, que c'est presque une évidence. Juste un mot pour compléter. Science-fiction écologie, Ariel l'a dit, on remonte même aux années 30 parfois. Certains auteurs de ces années-là, je me souviens d'un roman dont je n'ai plus le titre, imaginaient l'arrivée d'un gaz et il y avait les derniers survivants dans une grotte qui ressortaient après la catastrophe écologique. La science-fiction, elle voit ça à la fois d'un côté catastrophique. Il y a une catastrophe qui a eu lieu, il y a une catastrophe qui va arriver, il y a une catastrophe qui est en cours, mais aussi parfois sur un nouveau rapport de l'humain et de l'écologie et de l'écosystème. Et depuis très longtemps, Brian Aldiss, par exemple, avec Le Monde Vert, c'est une planète qui s'est arrêtée de tourner, donc la Terre a un côté dans la nuit, puis un côté pleinement le soleil, et on va suivre les derniers survivants dans une forme d'harmonie, certes dangereuse, hein, parce qu'ils se font bouffer tous les 4 matins, mais s'adapter à un nouvel environnement et s'adapter à une symbiose avec l'écologie ou la Terre. C'est aussi Le Monde enfin de Jean-Pierre Andrevon. La Terre se meurt, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus qu'un survivant et la nature a repris pleinement ses droits. Et c'est une apocalypse finalement assez douce et assez chouette. Donc je veux dire, il n'y a pas que le côté catastrophiste, il y a aussi parfois de l'harmonie, de l'osmose. Et ce que je peux ajouter aussi là-dessus, c'est que finalement, quand on est auteur, autrice de science-fiction et qu'on invente des mondes, en fait, il y a déjà une réflexion écologique, forcément. Comment ça se passe sur cette planète-là, comment c'est les cycles dans cette galaxie, qu'est-ce qui se passe avec l'environnement. Et ça a toujours été là. J'étais en train de repenser à 2005, où j'ai fait ma première conférence de science-fiction qui était sur l'arbre dans la SF. Et j'avais trop de références parce que, effectivement, peut-être que la science-fiction a échappé à cette tendance de séparer l'homme de la nature comme si on n'en faisait pas partie. À partir du moment où on met un être humain dans un environnement créé de toutes pièces, il y a toute cette question de comment ça se passe, comment les relations se nouent. Est-ce que c'est une planète qui va être hostile? Est-ce que c'est une planète où il va se passer des adaptations et des choses comme ça? Donc en fait, c'est très présent. Et je souris quand il y a cette demande, mais alors qu'est-ce que la science-fiction fait par rapport au climat? Alors non, on ne va toujours pas régler ça, mais on y réfléchit et on garde cette possibilité d'imaginer d'autres manières de faire que celle qui est mainstream, on va dire.
Alors, pour rebondir sur la réflexion, là, on a jusqu'à présent parlé des auteurs de science-fiction, mais qui s'inspirent de travaux de chercheurs. Et donc, c'est pour ça qu'on va être bien sur les thématiques qui sont les vôtres sur ce forum. Jérôme Vincent, là, vous avez travaillé il y a quelques années sur une anthologie de textes qui était destinée à sensibiliser et produire des récits autour des enjeux du changement climatique. Et cet ouvrage qui était intitulé Nos futurs, au pluriel, hein, pas en anglais, vous faisiez dialoguer des personnalités scientifiques et des auteurs de SF. Et ce qui au passage fait un peu penser à la démarche de Popsu, où justement des chercheurs travaillent avec des élus, et justement deux visions différentes permettent de créer quelque chose de nouveau. Alors comment ça s'est passé ces anthologies? En fait, l'idée, elle vient pas de moi, elle vient d'un chercheur polytechnicien qui s'appelle Daniel Suchet, plutôt proche du Shift Project, qui réfléchit un petit peu et très engagé sur les questions d'environnement et d'écologie, et qui est venu me voir parce qu'on se connaît par ailleurs, et qui m'a dit moi j'ai un problème parce que quand j'écris un article scientifique, c'est super, mais ça touche 3 personnes. Et j'ai le sentiment que si on faisait des fictions, on toucherait beaucoup plus de monde. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé de faire travailler ensemble les scientifiques, les auteurs et les autrices. Alors, je prends 3 minutes pour expliquer la démarche. On est parti du rapport du GIEC. Alors c'était l'avant-avant-dernier qui était déjà pas joyeux, le dernier est encore pire. Mais déjà, on a fait une formation sur le GIEC et c'était pas très chouette, globalement. Et puis, en fonction des objectifs de développement durable du GIEC, nous avons marié des auteurs, des autrices et des scientifiques en fonction de leur domaine. Donc on avait fait un casting en fonction des intérêts des uns et des autres, et on les a réunis toute une journée ensemble pour qu'ils puissent discuter. Et de cette discussion sortait un article de vulgarisation scientifique et une nouvelle de science-fiction. Et le processus était assez intéressant parce que du coup, alors évidemment, l'auteur n'avait pas de voix au chapitre sur l'article scientifique, pas plus que le scientifique sur la nouvelle, mais on les a vus véritablement échanger ensemble, on les a vus de temps en temps changer un petit peu leur vision. Il y avait une demande des scientifiques de discuter avec ces auteurs et ces autrices en disant tiens, comment tu vois ça ou comment, et vice-versa. Et ça pouvait être tout à fait sur, par exemple, l'avenir de l'eau. Comment est-ce qu'on modifie les bassins versants en créant des retenues collinaires, etc. Ça pouvait être aussi le stockage du carbone. On avait une spécialiste du stockage de carbone qui avait une idée pour stocker le carbone, et on avait un auteur, Jean-Marc Ligny, qui a pu travailler dessus. Et ça a accouché de textes très différents, très agréables, avec des visions parfois poétiques, parfois catastrophistes, parfois très, très imaginatifs et étonnants de la part. Et moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est la grande complémentarité, en fait. Alors, les auteurs de science-fiction, souvent, régulièrement, parfois, vont chercher des scientifiques pour se dire, voilà, Laurent Genefort, j'ai inventé une planète avec que de la lave et quelques passerelles dessus, comment ça marche, comment ça pourrait fonctionner, et donc il dialogue avec des gens pour donner un semblant de crédibilité à son histoire. Mais cette expérience de Nos futurs montre bien aussi comment les scientifiques, eux aussi, ont besoin de fiction, eux aussi besoin de gens qui réfléchissent différemment. Quand on a fait ce livre avec Ariel, on a interrogé Roland Lehoux, qui est astrophysicien, directeur par ailleurs de l'association des Utopiales, et où il disait mais les scientifiques aiment bien la science-fiction, ça leur permet de tester un peu certaines hypothèses et de voir un peu comment ça marche. Donc voilà, donc le dialogue, il est permanent, et pas simplement qu'en sciences dures, en sciences humaines aussi. Tu veux compléter, Ariel ou... Je peux, moi. Non, oui, voilà. Sur cette question-là, alors déjà, moi, je fais le dialogue avec moi-même puisque je fais de la recherche en psychologie. Donc, voilà, c'est simple de me solliciter pour tester des choses. Ça se passe bien? Ça va, ça dépend des jours. Mais ce qui est intéressant aussi, en fait, quand on fait de la science-fiction et qu'on a envie de faire ça bien, on mène aussi une veille scientifique pour pas faire n'importe quoi. Et dans cette idée du rapprochement aussi de science et science-fiction, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs expérimentations, alors notamment avec mon association qui s'appelle le réseau Université de la Pluralité, où on fait, alors on dit prospective créative, mais je ne suis pas totalement satisfaite du terme, parce que les gens retiennent prospective en disant ils vont nous trouver des solutions, alors qu'en fait, non. Nous, ce qu'on aime, c'est les questions, les nouvelles questions. Et
et j'ai eu donc de plus en plus, j'ai eu plusieurs sollicitations, notamment pour mes ateliers d'écriture, puisque j'ai développé une méthodologie d'atelier d'écriture donc qui s'inspire aussi de ma pratique de psychologue clinicienne, pour m'assurer que les gens qui participent aux ateliers d'écriture s'expriment, eux, avec leur imaginaire, leurs peurs, leurs envies, leurs rêves, qui ils sont. Donc je ne vais pas détailler comment on arrive à ça, mais en tout cas, on a des éléments pour voir la différence entre quelqu'un qui va remettre en récit quelque chose de déjà vu et quelqu'un qui va aller puiser dans voilà qui je suis, voilà ce qui m'habite. Donc ça se construit, c'est un cadre qui se construit. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de proposer des ateliers d'écriture qui vont permettre en fait de recueillir les représentations de gens qu'on n'interroge pas forcément sur des domaines, soit des domaines qui sont leur domaine d'expertise, mais par l'expérience. Je pense notamment à un projet donc, sur les robots dans l'entreprise, où j'ai proposé un atelier d'écriture à un groupe qui était composé de chercheurs travaillant sur les cobots, donc les robots collaboratifs, et des personnes qui avaient des cobots dans leur entreprise. Et toutes ces personnes n'étaient pas des personnes qui avaient l'habitude d'écrire, donc tout un travail aussi, comment on fait pour que les personnes déjà se sentent autorisées et s'éclatent en fait et laissent aller leur imaginaire. Et puis la science-fiction peut aussi s'utiliser comme manière de penser sa recherche. Donc je pense aussi à un atelier que j'avais proposé donc, à des chercheurs de l'université de Lorraine, à qui je proposais d'imaginer un futur dans lequel leur projet de recherche actuel était arrivé à son accomplissement. Donc ça permet de travailler avec des gens qui sont sur des projets très très différents et avec un certain nombre de contraintes et un cadre qui va être proposé, faire travailler son imagination et voir ce que devient le monde et comment un personnage habite dans leur recherche accomplie. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que finalement, je n'ai pas besoin, moi, de connaître les domaines d'expertise des personnes qui s'expriment. Ça, c'est leur partie. La mienne, c'est de proposer un cadre dans lequel c'est possible de s'appuyer sur des techniques qu'on connaît bien quand on écrit de la science-fiction pour voir sa recherche autrement. Et c'était une expérimentation fort intéressante. Oui, de toute façon, je pense que beaucoup a été dit. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aux États-Unis, notamment dans les 50 et 60, c'était une évidence le rapprochement entre scientifiques et chercheurs. Scientifiques et chercheurs, c'est une évidence, c'est une surévidence, ça, entre scientifiques et auteurs de science-fiction, autrices de science-fiction, surtout auteurs à l'époque. Donc au MIT, au Media Lab, étaient invités régulièrement. Il y a une grande bibliothèque de science-fiction et de fantasy, l'une des plus grandes des États-Unis, qui se trouve au MIT de Boston, en fait. Bon. Et Larry Niven, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke étaient très souvent invités. Et il y avait des dialogues. D'ailleurs, Marvin Minsky, le grand pape à l'époque de l'intelligence artificielle, a écrit un livre avec, je crois que c'était Poul Anderson, donc avec un auteur de science-fiction. Donc voilà, en tout cas, ça bougeait, ça communiquait beaucoup, en tout cas dans quelques laboratoires. En France, ça a toujours été pendant très longtemps très mal vu, c'est-à-dire quand on est scientifique, on ne s'intéresse pas à la fiction. Voilà. Ça change depuis une vingtaine d'années à peu près. Voilà. Ça évolue beaucoup. En fait, hein. Et c'est vrai que maintenant, les ponts sont beaucoup plus nombreux. Ça va aussi avec l'évolution d'une science de plus en plus écosystémique. Des auteurs comme Greg Egan, dont on a parlé, ils s'intéressent beaucoup plus autant à la science qu'à l'amont et l'aval de la science, à tout ce qui se passe avant et après, en fait, hein, et il le met en scène. Et c'est très utile dans une logique anthropologique, éthologique, pour des chercheurs et des scientifiques. C'est aussi très important de se laisser surprendre, puisque si on reste dans ces certitudes, voilà, on ne va pas très loin. Donc les auteurs et les autrices, contrairement à la prospective, ne partent pas d'hypothèses, ils essayent de se projeter avec leur propre lubie, et ça peut aller très loin en imagination d'invention de monde, même si après, ce qui s'y passe peut être très réaliste, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, et donc les choses, le rapport à la science-fiction des chercheurs, y compris en Europe, y compris en France, évolue depuis une vingtaine d'années, alors que c'était
quelque chose qui était beaucoup plus accepté, notamment aux États-Unis. On a un témoignage, parce qu'on a parlé beaucoup de sciences techniques, sur l'Uchronie. Alors l'Uchronie, c'est un genre littéraire qui s'interroge ce que serait le monde si l'histoire avait divergé à l'instant T. Si JFK n'avait pas été assassiné, si Napoléon avait fini par gagner Waterloo, voilà, on parle d'Uchronie, d'Uchronie historique et d'Uchronie aussi parfois personnelle. Ici, j'avais tourné à droite plutôt qu'à gauche. Et ce que nous disent deux spécialistes qui sont Karine Gobled et Bertrand Campès, qui travaillent sur ce sujet depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, c'est que leurs discussions avec des historiens sont de plus en plus fécondes et fortes. C'est-à-dire que les historiens s'emparent de plus en plus de l'Uchronie parce que c'est un bon outil aussi pour eux, pour tester des hypothèses, pour regarder comment ça aurait pu marcher et regarder, eux, leur vérité historique parfois de manière un petit peu différente. Donc ça peut aussi servir, j'aime pas beaucoup le mot outil, mais ça peut aussi permettre de réfléchir. L'exemple, le GIEC, je crois, fonctionne comme ça. Je me souviens avoir travaillé sur des projections du GIEC. Ils avaient fait 6 scénarios. Le scénario le plus vertueux, on laissait tomber le carbone, le machin, etc. Et à quoi allait ressembler le monde. Le scénario numéro 2, c'était un peu moins, jusqu'au scénario numéro 6, qui était malheureusement celui qu'on risque d'avoir. On ne touche à rien. Et dans 30 ans, on se retrouvait avec de la pollution, les super riches et les problèmes qu'on a actuellement à la puissance 15. Mais voilà, c'est amusant que même le GIEC se saisisse de ça et n'hésite pas à le faire avec des vrais scénarios prospectifs. Oui, après, il ne faut pas confondre. Voilà. Après, effectivement, c'est l'auteur de science-fiction ne fait pas de prospective. Il extrapole sur son présent et c'est son imaginaire qui le fait fonctionner. Et même s'il peut être sérieux dans ce travail-là, dans cette projection-là, il ne part pas d'hypothèses comme dans la prospective, qu'il fait varier avec des chiffres, des données économiques et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la, on va dire, de la complémentarité, même si les logiques sont différentes et qu'aujourd'hui elles se retrouvent plus qu'auparavant. Voilà. Par contre, ça veut dire qu'on a besoin de récits du futur pour pouvoir, si ce n'est l'anticiper, en tout cas réfléchir à notre présent et réfléchir vers où on veut aller. Alors là-dessus, il y a quand même quelque chose. Je travaille beaucoup sur les récits, donc déjà dans la recherche en psychologie, dans mon travail sur les ateliers d'écriture, il y a un discours qui commence à me faire peur, qui dit si on n'a pas de récits qui vont bien, on ne peut pas faire. Et donc ça ressemble parfois à une grosse procrastination. Attendez, on va refaire des récits. On va peut-être pas y aller, là, on va refaire des récits, on veut des nouveaux récits. Et quand on regarde dans nos propres vies, les grandes décisions qu'on prend, c'est pas forcément avec un récit. Le récit vient après ou pendant, mais il y a des choses qu'il faut juste faire. Et je ne crois pas que le récit doive se substituer à l'action. Et je le dis très sérieusement. Je me suis retrouvée en interview pour un podcast où, en gros, on me demandait si participer à mes ateliers d'écriture allait changer quelque chose au réchauffement climatique. Alors, je ne sais pas ce que je ferais d'un tel pouvoir, mais non, il y a des choses à faire, vraiment. Et j'ai beau connaître la puissance du récit, pour moi, c'est ce qui reste de la magie dans le monde. Le récit ne se substitue pas à l'action, c'est pas possible, ça. Non. Et elle n'est pas forcément, et le récit n'est pas forcément avant. Il va parfois nous falloir un nouveau Premier après, ministre. Parfois voilà, c'est la recherche de sens, c'est la recherche de cohérence. On en a besoin, nos cerveaux fonctionnent comme ça. Mais non, il n'y a pas ce truc de non, mais attendez, ça brûle. Mais si on faisait un autre récit pour voir. Voilà, c'est pas possible. À un moment, il faut de l'action et de la politique. Et puis les demandes qu'on reçoit sans cesse, c'est les récits positifs. Je veux dire, ça n'existe pas. C'est pas un récit. Je veux dire, un récit, ça se passe bien, ça se passe mal. C'est-à-dire, ce type d'injonction, en fait, ne fonctionne pas. Voilà, ne fonctionne pas. Et effectivement, si vous réfléchissez à ce qui potentiellement fait légèrement vaciller les gens, c'est hyper complexe. C'est du vécu, c'est un incendie, c'est un ami qui parle. Et le récit rentre juste dans une multitude de facteurs. Nous, en tout cas, moi, ce que nous, on essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas le mésestimer, mais il ne faut pas non plus le surestimer. Voilà. Il faut juste dire que c'est l'un des éléments qui peut qu'on peut
que nous pouvons, alors même que ce n'est pas le propos des auteurs, potentiellement nous en servir. Ce n'est pas le propos des auteurs, et ça ne doit pas l'être. Mais on peut effectivement s'en servir. En créer aussi peut être très utile, ça fait voir des choses. Et le fait de créer soi-même, le comment les collectifs d'ateliers se construisent est presque plus important que le pourquoi. C'est comment ça se fait, induit beaucoup plus de choses en termes d'avenir que de dire il faut que ce soit ceci ou cela. Ce n'est pas un récit, c'est une multitude de récits. Il y a aujourd'hui, dans cette tendance qu'on a décrit, un nombre de clichés en cours de constitution, de préjugés faisant du récit le nec plus ultra du futur qui vient, qui est de l'ordre de la fuite, voire de l'absurdité. C'est pour ça qu'il y a un troisième acteur, excusez-moi, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a le chercheur, il y a l'auteur, et derrière il y a le politique qui forcément doit mettre en œuvre et traduire concrètement ces récits, ces imaginaires, ces aspirations. Mais je pense qu'il y a une confusion aussi dans les discours. C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur le récit et que je regarde ce qui se passe dans la manière dont les gens vont se saisir d'un récit, je suis dans la description. Et on passe très vite à quelque chose qui devient prescriptif en disant faut écrire ça pour obtenir ça. Et on est dans une instrumentalisation du récit qui fait plus son boulot de récit, qui est la mise en sens des choses qui sont là, l'interface entre le monde et nous. Là, on est dans une autre démarche qui est la démarche de storytelling, qui a ses propres logiques. Mais quand j'écris un texte de science-fiction, en fait, je n'arrive pas en me disant je voudrais faire passer ce message pour que les gens changent dans ce sens-là et je vais l'habiller avec des personnages. En fait, c'est pas ça qui se passe. On peut faire ça. Je connais des gens qui le font et qui le font très bien, mais c'est pas tout à fait la même logique. On n'est pas dans la logique narrative. Qui va créer quelque chose et qui va changer quelque chose du regard, on est dans la mise en forme. Voilà, c'est la mise en page du texte. C'est pas la même chose que essayer de voir ce qui va se passer et faire travailler son imagination. C'est pas du tout la même démarche. Alors maintenant, ça fait 1h15 que nous sommes ensemble. Peut-être on va utiliser le dernier quart d'heure pour répondre aux questions du public, qui j'espère seront nombreuses. Alors on va passer, on a chacun nos micros. Je pense que là, pour le coup, on peut rendre un micro, à moins qu'il y en ait un. J'en ai un, ouais. Donc, la vraie science-fiction, il y a un autre micro qui vient d'apparaître. Voilà. Donc, cette sorte de miracle de téléportation. Donc, questions, remarques, interpellations. Et présentez-vous, n'hésitez pas. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ces échanges. Donc, Alexandre Monin, je suis responsable scientifique du POPSU de transition de Nice Côte d'Azur et par ailleurs philosophe. Je travaille sur la question de redirection écologique. En fait, merci beaucoup pour ces échanges et les échanges finaux sur à la fois le fait que le récit est une composante qu'on ne va pas éliminer, qui ne va pas disparaître, de même que les imaginaires, et en même temps sur la mise à distance de cette tentation, effectivement, de mettre des récits partout comme une solution qui peut nous interroger, et qui, je pense aussi, doit nous interroger parce que quand on dit, sous le mode de l'injonction, qu'il faut des récits, en fait, il y a déjà des gens qui produisent des récits. On l'a vu d'ailleurs au cours des dernières années, et je ne dis pas du tout ça pour minimiser le phénomène ou le critiquer ou le mépriser, surtout, c'est plutôt le terme qui convient, mais tout ce qu'on a vu en termes de conspiration, il y a une inventivité, il y a QAnon, c'était du récit, c'était quasiment un jeu de rôle en direct auquel des tas de gens se sont pris. Et donc c'est intéressant aussi cette espèce de hiatus dans le fait de dire mais regardez, il n'y a pas de récit, il nous faut des récits. Donc en fait, si, les récits ils sont produits, mais ils ne sont pas forcément produits là où politiquement on les attend, là où politiquement on les désire, mais ils sont produits quand même. Et ils sont produits tout à fait massivement. Donc je pense qu'il y a quelque chose à analyser par rapport à ça, et aussi peut-être par rapport à ce besoin qui est vu comme quelque chose de positif, mais la question se pose de savoir si c'est vraiment toujours quelque chose de positif, qui est de donner du sens à tout, qui est que tout ait finalement un sens, tout soit signifiant, ce qui est aussi un élément du conspirationnisme, tout devient signifiant, et du coup il faut traquer le sens qu'il y a derrière un petit peu chaque événement ou autre. Et d'ailleurs, un des conspirationnistes récents qui s'appelle Mickey Willis, sa grande inspiration, c'est le héros 1000 visages de Joseph Campbell.
C'est cette idée que lui-même, en fait, il s'identifiait au héros aux 1000 visages. Il le dit en interview, voilà. Et, il dit voilà, il faut passer à travers les étapes du héros. Et ma vie à moi, c'est la vie du héros aux 1000 visages. Et donc, il est en train de fictionner sa vie pour dire ma vie a un sens. Et d'ailleurs, vous allez voir que tout a un sens et je vais partager ça avec vous. Et je pense que c'est très puissant. Il ne faut pas du tout le mettre à distance. Je pense que c'est très puissant. On voit bien l'abîme aussi dans lequel ça peut mener. Donc, c'est pour ça que je pense que oui, il y a une importance. Mais voilà, il faut aussi voir d'où viennent les récits et puis à quoi ils peuvent répondre, pas toujours forcément positif, et l'abîme que je viens de mentionner également. Merci beaucoup pour ce commentaire qui me donne l'occasion de parler de mon essai, Le futur au pluriel, réparer la science-fiction, qui va s'interroger sur qui écrit ces récits en fait. Donc, moi, je me penche sur la science-fiction française en prenant des chiffres, notamment de l'Observatoire des imaginaires fabriqué par Jérôme et d'autres, récoltés. Et vraiment, ça aussi, ça me paraît important, le mot pluralité. Alors j'ai compté, Ariel, tu l'as dit plein de fois, c'est bien. Mais voilà, qui raconte, et effectivement, on se retrouve aussi pris dans des récits qui vont être des récits mis au service d'une volonté de domination. Et ça marche très bien aussi, les récits pour faire de la domination. J'ai parlé de secte tout à l'heure. Ça marche super bien parce que enfin, on a du sens, enfin, on a une cohérence, il n'y a plus de hasard, il y a un avenir qui est écrit, tout est écrit, il suffit de... Et ça, il y a une appétence que la psychologue en moi aussi voit. C'est-à-dire que je travaille avec des techniques narratives, avec mes patients aussi, et il y a cette tension, en fait, à avoir... tout ne fait pas sens. Je me suis cogné l'orteil, ça n'est pas le truc qui va changer ma vie aujourd'hui et qui va... Voilà. Donc il y a cet excès de sens qui est encouragé parce qu'on se met en récit, parce que sur les réseaux sociaux, on se raconte une vie, parce qu'on a des objectifs qui nous sont assignés par la société et on est un loser si on n'est pas dans l'histoire. Donc il y a vraiment... une forte pression à être dans un type de récit, et c'est toujours des récits très simples, des choses où on va vers quelque chose, on s'accomplit, le développement personnel fait son beurre aussi là-dessus. Donc voilà, merci d'avoir mis la lumière sur qui raconte, parce qu'au bout d'un moment, voilà, tout ne se vaut pas. Après, puisque c'est le moment de la publicité personnelle... Ah bon? Non, tu l'as commencé. Dans mon bouquin, donc mon essai qui sort dans quelques jours, le 12 septembre, qui s'appelle Philofiction, qui est là, voilà, que j'ai filé à Alexandre, justement, il y a cette question de la conspiration qui est traitée. J'oppose en fait la notion de philofiction, qui est les fictions à portée philosophique, à la schizofiction, ou schizofiction, en quelque sorte, qui sont des récits, des logiques de fermeture, quelque part, et qui sont très présents dans le monde complotiste, qui n'est pas le conspirationnisme. Il y a de fortes différences. Donc, oui, on est tout à fait d'accord. En plus, cela montre aussi, ces logiques de QAnon, à quel point la fiction peut devenir effective, et à quel point ça peut être très, très dangereux parfois. En même temps, là, il faut se méfier, c'est que les platistes, par exemple, et beaucoup des complotistes, sont hyper rationalistes. Ils ont l'obsession de la preuve, en fait. Ça veut dire qu'ils utilisent tout autant une sorte de leurre des récits qu'ils créent que de raisons détournées, en quelque sorte, de sa logique. Ça veut dire que c'est très complexe. Et c'est bien pourquoi il est intéressant, autant en sciences qu'en littérature, dans la création des œuvres, effectivement, de construire la différence entre des œuvres ou des réflexions qui sont ouvertes, qui laisse plus champ à l'interprétation de celui qui est devant, sciences comme... et celles qui sont fermées, c'est-à-dire où on sait à l'avance, comme une publicité, qui est le coupable. Ce qui est le cas du complotisme, c'est-à-dire que les fictions complotistes désignent à l'avance le coupable, on sait qui c'est, en quelque sorte. C'est des mauvaises fictions au sens où elles n'ouvrent pas. Et par ailleurs, lorsque vous lisez, moi j'ai fait ça, j'ai lu des études sur le rapport à la pop culture et au complotisme dans des lycées et autres, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de lycéens, par exemple, qui se disent, oui, ils croient vaguement qu'il y a des extraterrestres, c'est peut-être des lézards ou autres, mais ils n'y croient pas vraiment, ils y croient sans y croire. Il y a plein de niveaux d'intensité dans leur rapport à la fiction, dans leur rapport à ce qui serait de l'ordre de la preuve et de la vérité, en fait. Donc c'est vrai que c'est excessivement intéressant, dangereux, passionnant, mais
ce que l'on constate là est aussi vrai du rapport à la preuve que du rapport à la fiction. Grande question, hein. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? D'autres D'autres- questions? Ouais, Daniel. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette pièce? On dit une question, c'est déjà le féminin, une question. Oui, on va faire ça. Il y avait une Allez-y, question, je allez-y. pense, hein. hein. Non. Non, mais si on peut faire circuler. Non, je crois qu'il y avait une question là-bas, non Ah non. Bien que, on ne sait jamais. Oui, j'ai envie de vous entendre, mesdames. J'ai vu vos yeux pendant qu'on parlait. Vous étiez là, vous étiez avec nous. Sinon, on peut se contenter de la question de monsieur, mais bon. On va passer le micro quand même, je crois. Désolé du coup, Katie, mais en plus je voulais vous remercier donc, parce que j'ai beaucoup voyagé pendant vos interventions et évidemment, donc moi je suis architecte, donc évidemment la science-fiction c'est aussi pour nous un lieu d'inspiration parce que la recherche aussi on va dire des environnements spatiaux dessinés par les auteurs de science-fiction sont extraordinaires pour nous. Donc nous qui essayons de nous projeter dans le temps, finalement, un archi, c'est un rapport à la science-fiction en direct, puisqu'il cherche à savoir qu'est-ce que pourrait devenir quelque chose qui peut dessiner dans l'avenir et comment est-ce qu'il pourrait être utilisé au quotidien, etc. Et cet été, j'ai dévoré Ecotopia, que j'ai découvert très tardivement, parce que Et là, il y a un récit positif, quelque part, qui contredit peut-être un peu ce que vous disiez sur le côté noir des récits. Est-ce qu'Ecotopia, c'est quelque chose de rare parce qu'il est quelque part positif, ou alors est-ce que dans la science-fiction, ces récits liés à l'écologie sont toujours négatifs, selon vous? Alors, Ecotopia pour ceux qui ne savent pas, est un roman paru dans les années 70 qui à l'époque est passé plus ou moins inaperçu et qui décrit effectivement une sorte d'utopie plutôt dans la zone californienne en fait, entre 3-4 États qui font sécession par rapport aux États-Unis. Alors c'est un roman qui d'un point de vue littéraire est pas très réussi. Voilà, hein. Donc c'est sans doute aussi pour ça qu'il n'a pas marché comme il devrait, et de manière tout à fait intéressante, il a été réédité, et là il a vraiment fait mouche il y a à peu près 5-6 ans en fait. Effectivement il a un a priori qui se veut, guillemets, positif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des crises, qu'il n'est pas décrit dans ce roman, ce qui est le cas, le pourquoi et le comment de la sécession et des difficultés qu'il y a pu avoir. Bon. Donc, je dirais, de toute façon, moi, un peu pour le coup, comme Katie, je me méfie des logiques positives-négatives. Voilà. Aujourd'hui, le roman le plus connu, le plus repéré comme étant plutôt positif, mais partant d'une dystopie terrible sur ce territoire, c'est Le Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson. Bon. Qui part d'une sorte en 2025, d'une sorte de canicule terrifiante en Inde, qui fait 20 millions de morts. C'est l'hypothermie, un truc comme ça, voilà, hein, c'est les logiques en fait très humides et puis très, très forte chaleur. C'est totalement crédible. À partir de là, il décline en quelque sorte, dans les 40 années qui viennent, un possible qui aboutirait à une sorte d'utopie, mais avec aussi l'écoterrorisme, de manière assez réaliste par rapport à tout ce qui peut se passer. Alors, certains disent que c'est pas non plus très réussi au niveau romanesque, est-ce que c'est un essai voilà. En tout cas, il prend à bras le corps la thèse de son professeur, qui est un Américain marxiste, critique littéraire, hein, qui s'appelle Frederick Jameson. Il y a une phrase célèbre qui a été reprise par des tas de philosophes, des tas de gens, qui était de dire « il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Et en fait, il a pris ça à bras le corps et il a essayé de faire justement, d'imaginer la fin du capitalisme, l'euthanasie du capitalisme, plutôt que la fin du monde. Je dirais qu'il y a aujourd'hui une tendance pour essayer, non pas d'être positif, mais essayer d'imaginer ce que seraient les chemins vers le meilleur. Ou alors, il y a des logiques
de monde miroir, comme dans Becky Chambers, dans les histoires de moines et de robots, où là c'est une sorte de monde miroir d'une autre, mais là on est quelque part dans la fable philosophique. Mais j'ai parlé tout à l'heure de visite de l'ICAM, il y a de ça aussi. Donc il y a de plus en plus de nouvelles, de plus en plus de romans qui essayent de s'attaquer en quelque sorte à cette question écologique avec une tension vers le meilleur, mais en essayant, tant que faire ce que peut, c'est pas facile, d'éviter le piège dans lequel, à mon sens, Kallenbach, l'auteur donc d'Ecotopia, est tombé, qui est, à force de vouloir faire du positif, de ne plus faire de romans, de ne plus écrire, au fond, de ne plus ouvrir on va dire, au lecteur. Voilà, en gros, de faire de la contre-propagande plutôt que de faire de la littérature. Donc voilà, il y a une tendance très clairement qui tend vers du positif, mais ça marche lorsqu'on a conscience que même quand les choses semblent aller mieux, que des décisions ont été prises, ça ne va pas pour autant parfaitement bien. Il y a toujours des questions, des problèmes. Et là, vraiment, l'archétype, pour moi, de cette démarche, c'est l'ICAM, voilà, et son roman Visite. Il y a une question là-bas, j'arrive. Marie-Christine. Je veux juste commenter là-dessus. En fait, je trouve ça intéressant qu'il existe des essais qui prennent une forme un peu plus sympa que juste un essai tout sec. Et ce genre de texte avec déjà une thèse et qui mettent en œuvre, en fait, c'est très souvent ça. Et c'est une forme aussi de littérature qui a le droit d'exister. Mais sur la question de l'utopie, alors quand je fais des ateliers d'écriture et que je travaille un peu sur les questions de futur, je ne postule pas on va faire du positif, parce que ça m'oblige après à poser un certain nombre de questions. Pour qui marche cette utopie ? Qui n'est pas dedans ? Qui paye pour cette utopie ? Combien de morts pour que ce truc se réalise ? Etc. Enfin, des questions un peu gênantes qui font qu'on n'est plus du tout dans le positif. Donc moi, ce que j'essaie de travailler avec les participantes et participants d'ateliers d'écriture, c'est vraiment utiliser les outils de la science-fiction pour poser les questions jusqu'au bout. Je veux une voiture volante, très bien. Combien ça coûte ? Combien ça pèse sur la planète ? Est-ce que tout le monde peut se permettre ? Est-ce que, voilà, etc. Et en fait, on arrive à quelque chose d'une construction de monde avec une cohérence, ce qui n'est pas le cas de notre monde à nous. Mais l'intérêt de la science-fiction, c'est ça, c'est que finalement, on peut essayer d'avoir quelque chose où, voilà, on se fixe l'objectif que ce monde se poursuive, ce qui n'est pas forcément le cas de notre monde à nous, humains. Mais qu'est-ce qu'on se donne comme moyen et aller chercher jusqu'au bout. Donc, je suis très pénible sur cette phase d'atelier d'écriture. Je dis, OK, mais comment ça marche ? Mais quel est le carburant ? On va le chercher où ? Et voilà, qu'est-ce que ça fatigue qui d'aller le chercher ? Est-ce que les voisins, ils en ont ? Est-ce que c'est un peu différent ? Qu'est-ce qu'on mange ? Ça, c'est la question. Voilà, qu'est-ce qu'on mange ? Là, on a décrit tout le monde une fois qu'on a défini ce qu'on mange et où ça pousse et comment, etc. etc. Et en ça, je trouve que la logique de fiction est intéressante pour penser. Je termine juste sur une perspective historique. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que ce débat sur ce que véhicule la science-fiction ou ce qu'elle devrait ou ce qu'elle ne devrait pas véhiculer, c'est un débat qui historiquement date notamment de la fin des années 60, et c'est un débat qui est toujours présent. Et c'est intéressant de voir comment chaque époque en fait, s'interroge sur la littérature qu'elle produit. Alors une dernière question peut-être, Ouais. Parce qu'après on va devoir laisser ça moi, à une femme. Oui. Oui, donc je réponds à votre invitation, Ketty, et d'ailleurs je m'adresse à vous, parce que je suis un peu gênée, pour être franche avec vous, sur le rapport que vous avez fait entre agir et récit. Je souscris à ce que vous dites, c'est-à-dire à la fois qu'il ne faut pas que le récit cache au fond la volonté de ne pas agir. Voilà. J'entends. Mais en même temps, et c'est un peu l'objet de ce qui se passe ici, nous savons que sur les enjeux de transition écologique, sobriété, etc., il peut y avoir de l'action. Il y a énormément d'expérimentation aujourd'hui, énormément d'action. Mais sans qu'elle soit mise en récit. Or, nous savons, parce que nous sommes dans la salle un certain nombre à être des chercheurs plutôt du côté des sciences humaines et sociales, qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'embarquer au fond
dans cette nécessaire aventure l'ensemble de nos concitoyens. Et tant qu'on est sur un registre simplement où on a en face de soi un certain nombre d'actions obligatoires, nécessaires, sur le mode de la contrainte, de l'injonction, de la pédagogie, quand on n'est pas sur la punition, ça ne donne pas très envie. Donc la question du récit, là, elle a du sens. C'est aussi une manière, alors j'allais dire, de réenchanter l'horizon, d'ouvrir l'horizon. Donc dans le rapport entre récit et action, à la fois j'adhère aux propos que vous tenez, mais à la fois, je pense qu'ici, on sait l'importance de la nécessité de proposer un récit. Alors après, la question, c'est effectivement qui le raconte, avec qui, comment. Là, on est tout à fait d'accord sur ces questions. Mais voilà, j'aimerais bien que vous reveniez sur voilà, cette espèce d'opposition que vous avez faite. Cette ambiguïté, je la partage. Je suis la présidente de l'association qui s'appelle le Réseau Université de la Pluralité, dans laquelle on travaille sur les imaginaires du futur. Donc, une grosse partie de nos missions qu'on s'est données, c'est trouver des pratiques que personne ne connaît, les mettre en avant, trouver des récits qui existent et qui ne sont pas mis en avant. Donc, il y a vraiment cette quête-là. Et pour moi, c'est forcément les deux, en fait. C'est vraiment les deux, avec cette vigilance sur qui raconte. Parce que, et ça, c'est vraiment la pratique qu'il a montré, le qui raconte et comment on raconte et comment on fait. Et en fait, au bout de quelques années d'expérimentation avec cette association, donc non seulement on a collecté des récits, énormément de récits, et on a aussi échangé avec des gens qui avaient des pratiques portées vers le futur. Une des premières leçons et grosses leçons de nos expérimentations, c'est de se rendre compte que ce qui va changer les choses, ce qui va faire penser autrement, c'est d'être dans la pratique. C'est de participer à un atelier d'écriture, c'est de mettre la main dans le récit, c'est d'être ensemble et d'imaginer collectivement. On s'est rendu compte que ça avait beaucoup plus d'impact, en tout cas dans ce que disent les gens, que de recevoir un récit fait par quelqu'un d'autre. On s'est aussi rendu compte de ça, cette différence aussi sur donc la manière dont on a travaillé nos ateliers d'écriture. Donc on a fait un gros projet qui s'appelle l'entreprise qui vient, où on a travaillé sur des entreprises fictives avec une méthodologie d'atelier, etc. Et on s'est vite heurté à la question de comment on partage ce qui s'est passé dans ces ateliers avec des gens qui n'y étaient pas. Et on s'est rendu compte que le récit construit ne suffisait pas, qu'il y avait la nécessité d'une invitation à l'expérience, à faire autre chose. Donc ce qu'on avait mis en place par rapport à ce projet-là, c'est de prendre les entreprises. Donc on a fait une dizaine de prototypes d'entreprises fictives, mais qui disent des choses en fait du rapport des personnes au travail et à l'entreprise, et de proposer à des personnes d'imaginer comment on passe de l'état aujourd'hui à cette entreprise qui a été fabriquée par d'autres personnes dans des ateliers d'écriture. Et donc on est de nouveau dans quelque chose d'une réflexion collective et d'un travail qui va impliquer en fait les personnes dans cette démarche qui est à la fois prospective, mais moi ce que j'aime, l'aspect que j'aime là-dedans, c'est vraiment le côté ludique, où on fait comme les enfants qui jouent très sérieusement. Voilà, on fait comme si, et on y va. Et là, il se passe quelque chose, plutôt que juste de recevoir des récits qui ont été construits par d'autres. On avance encore sur cette question-là, mais ça fait partie de nos conclusions provisoires. C'est beaucoup plus impliquant de mettre la main dans le cambouis, de toucher la trame d'un récit, comment ça marche, comment on fait, plutôt que de recevoir un texte tout fait. Alors c'est un peu frustrant pour quelqu'un qui d'abord écrit de la fiction. J'aimerais bien que ma fiction fasse des choses, mais j'ai le sentiment que faire des ateliers d'écriture me permet une rencontre déjà plus forte avec les personnes et quelque chose d'un partage qui là va porter des fruits et laisser des traces durables. Avec juste une nuance, c'est que c'est une dialectique. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aussi que ce soit visible, que ça coagule et que les récits, la multitude des récits se fassent. Et j'ajouterais un point quand même par rapport à Katie, c'est que les œuvres de fiction, elles peuvent aussi créer des conversations. Voilà. Et que la conversation,
le fait de parler, d'en reparler, d'écrire soi-même, etc. En gros, ce que je veux juste expliquer, c'est que cette logique de participation, c'est pas simplement un atelier, ça peut aller au-delà de l'atelier, quelque part. Hein. Créer une grande conversation, etc., la faire partager, la faire connaître, rendre tout ça lisible par rapport à ces transitions et par rapport à tout ça. Hein, le récit de Becky Chambers là-dessus est assez extraordinaire. C'est tout aussi primordial. C'est une nuance que je donne dans votre sens, même si effectivement, quand on fait des ateliers, quand on a expérimenté, moi comme beaucoup, je suis parti de cette idée-là, qu'il fallait des récits. Et effectivement, l'expérience nous montre que c'est plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer cette grande conversation. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut rester là-dessus, rêver et partager. Je vous remercie tous les trois. Merci à vous tous.